BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Et oui, défi ETI, c'est maintenant sur BFM Business. Bienvenue dans l'émission entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Les ETI, le chaînon entre les PME et les grands groupes, un élément crucial pour l'économie française, pour l'économie de nos territoires. Mais elles sont confrontées à la problématique du marché de l'emploi. Malgré un chômage de masse, 2 ETI sur 3 peinent à recruter. Alors comment expliquer ce manque de main-d'œuvre? Quelle stratégie mettre en place pour trouver et garder ces salariés? Autant de questions que nous allons poser à Ève Royer, directrice des ressources humaines du groupe Humanis, sans oublier les expertises de Marie Rouen de la Banque Palatine et de Boris Humbert du cabinet Mawenzi Partners. Mais d'abord, comme chaque semaine, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. On va mettre un petit coup de projecteur sur une tendance de fond, une plaie pour les entreprises, les délais de paiement. L'an dernier, malheureusement, ils étaient stables, Étienne. Oui, c'est les chiffres qui sont tombés lundi, des chiffres qui ont été publiés par l'Observatoire des délais de paiement, qui nous dit que les délais de paiement sont de 44 jours en moyenne. Ils sont très variables selon les secteurs. Par exemple, dans l'hébergement, le délai de paiement est d'environ 6 jours en moyenne, alors que dans la communication, c'est le pire secteur, il est de 80 jours ce délai. Et quand on va plus loin, plus spécifiquement dans les chiffres, quand on regarde les retards de paiement cette fois, ce sont les grandes entreprises les plus mauvais élèves. Oui, alors si on regarde la moyenne, toute entreprise confondue, en France, ces retards de paiement, ils sont d'environ 11 jours, alors que la moyenne en Europe, elle, est de 13 jours, donc on est bien placé par rapport à la moyenne en Europe. Pour autant, il ne faut pas crier cocorico, quand on regarde un petit peu ces chiffres dans le détail, seulement 42% des entreprises ont payé leurs factures à l'heure en 2018, et c'est les grandes entreprises qui sont les mauvais élèves, puisque quand on regarde les PME par exemple, eh bien elles sont 7 sur 10 à payer leurs factures à l'heure, alors que les grandes entreprises, elles, sont seulement 4 sur 10 à payer leurs factures à l'heure. Alors pour éviter tout ça, car on parle quand même d'un fléau, surtout pour les petites entreprises qui souffrent de ces retards de paiement, on estime à 40 PME qui mettent la clé sous la porte tous les jours à cause de ces retards de paiement. On parle d'une faillite sur 4 pour les PME pour ces retards de paiement. Eh bien, il y a des opérations de transparence, notamment avec la loi Macron. On se souvient aussi des amendes, comme par exemple Huawei ou encore Amazon, qui ont été condamnés en février à 375 000 € d'amende à cause de ces retards de paiement. Et puis là, la loi Pacte, elle prévoit de publier systématiquement les entreprises qui profitent de ces retards de paiement, ce qui pourrait peut-être permettre à ces entreprises de réfléchir à 2 fois avant d'envoyer un chèque en retard. Merci beaucoup Étienne Braque. Allez, on va rentrer dans le cœur du sujet de la semaine. C'est le focus tout de suite. BFM Business, le défi ETI. Le focus de la semaine. Et le focus de la semaine, c'est avec Marie Rouen. Bonjour. Vous êtes membre du comité de direction générale de notre partenaire, la Banque Palatine. Vous êtes également une spécialiste des ressources humaines. Pour poser un peu les bases du débat, quel est le poids des ETI sur le marché de l'emploi en France ? Alors David, une récente étude de l'INSEE a montré la contribution importante des ETI en France. Il faut savoir qu'entre 2009 et 2015, elles ont créé pas moins de 335 000 emplois. En parallèle, dans le même temps, les PME, c'est 96 400 emplois. D'accord. On dit que les 2 tiers, voire les 3 quarts des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique une telle proportion? Alors il y a plusieurs choses. D'une part, une description mal comprise entraîne une diffusion d'annonces qui correspond pas à la réalité, aux besoins de l'entreprise. Une problématique de méthodologie de recrutement. Aujourd'hui, les talents sont en poste, on va les chasser, il faut être extrêmement réactif et parfois les entreprises manquent de réactivité. Ça peut être aussi un problème de besoin sur la compétence, sur le savoir-faire, sur le savoir-être. On est extrêmement exigeant dans les entreprises aujourd'hui. Donc l'exigence, forcément, ça prend du temps dans le recrutement et on cherche très très longtemps pour trouver un talent qu'on ne retrouvera jamais. Et puis parfois, les managers, les recruteurs ont aussi la volonté de trouver, entre guillemets, le mouton à 5 pattes. Le profil qui doit cocher
toutes les cases, mais qui n'existent plus sur le marché. On peut rencontrer aussi des problèmes de rémunération, une rémunération qui n'est pas en cohérence avec le marché, une problématique liée à la zone géographique qui n'est pas attractive, par exemple. Il y a beaucoup d'explications sur ces difficultés de recrutement. L'un des gros enjeux, si j'ai bien compris aussi, c'est de fidéliser les salariés. Alors quand on est un partenaire financier d'une ETI, comment est-ce qu'on l'accompagne pour recruter et ensuite garder justement cette main-d'œuvre qui a été si difficile à trouver? Alors là aussi, pour arriver à attirer, il faut diffuser et ne pas hésiter à diffuser ses offres d'emploi sur un certain nombre de canaux de recrutement. Il faut se servir des réseaux sociaux, mais pas uniquement pour diffuser. L'ETI, elle doit parler d'elle, elle doit raconter une belle histoire pour attirer, mais une belle histoire qui soit crédible, qui soit la réalité. L'ETI va devoir aussi travailler sa marque employeur pour donner envie aux collaborateurs, aux futurs collaborateurs de la rejoindre. Travailler sa marque employeur, c'est travailler 3 axes principaux. Son offre RH. Qu'est-ce que je vais offrir aux collaborateurs que je vais attirer? Son image en interne, mais aussi son image en externe. Et puis surtout, et ça je pense que c'est le point primordial, travailler la fidélisation de ses collaborateurs. Les collaborateurs d'une entreprise sont les premiers ambassadeurs et les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Il faut consacrer autant de moyens à fidéliser les collaborateurs en interne qu'à aller attirer les talents. Tout ce qui se passe en interne se voit à l'extérieur. Et je pense que les entreprises les plus performantes à terme seront celles qui auront su aligner promesses employeurs et vécu des collaborateurs. D'accord. Merci Marie. Vous restez avec nous. On va continuer le débat. Séduire puis fidéliser une main-d'œuvre rare, ultra spécialisée. Un challenge pour Humanis. C'est notre entreprise fil rouge cette semaine. Ève Royer, sa directrice des ressources humaines, est avec nous et répondra à nos questions dans un instant. Mais d'abord, portrait chiffré d'un des fleurons des services informatiques français avec Étienne Braque. Humanis va fêter ses 30 ans l'année prochaine. L'entreprise de services numériques, l'ESN, s'est spécialisée dans la data et plus précisément les mégadonnées, l'informatique décisionnelle. Elle réalise une grande partie de son chiffre d'affaires dans le secteur bancaire, mais pas seulement. Le groupe accompagne les entreprises dans le RGPD, l'intelligence artificielle ou encore le deep learning. Et les ambitions d'Humanis sont grandes. L'entreprise veut doubler son chiffre d'affaires en 2022. Avec pour objectif 400 millions d'euros, des perspectives ambitieuses auxquelles il faut ajouter des difficultés de recrutement. Les 3000 salariés d'Humanis ne suffisent plus pour répondre au projet. L'entreprise, comme tout le secteur des ESN, doit faire face à une pénurie de profils qui pèse sur le développement des entreprises. Pour pallier à ce problème et pour conserver son leadership, Humanis a multiplié les acquisitions et prévient que ce n'est que le début. Et chose promise, chose due, on retrouve Ève Royer, la DRH du groupe Humanis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plus 9% pour le chiffre d'affaires 2018, une rentabilité qui a un petit peu marqué le pas quand même. Qu'est-ce qui est arrivé à vos marges ? C'est juste un début d'année un petit peu complexe puisque nous avons eu un petit ralentissement vécu au niveau des ESN par les clients qui elles-mêmes, donc comme vous le savez, les besoins en digitalisation et en transformation numérique sont plus importants aussi pour nos clients. Et en début d'année, on s'est rendu compte qu'eux-mêmes réfléchissaient à comment ils allaient processer pour pouvoir pallier à tout ça. Donc nous attendons qu'ils nous sollicitent encore de nouveau, mais on manque pas de business pour autant. Ah, ça, vous manquez pas de business, mais vous manquez pas d'ambition, puisque votre chiffre d'affaires est de 200 millions d'euros en 2018. Vous voulez le doubler d'ici 2022. 2022, c'est quand même que demain. Alors sur quoi vous vous appuyez pour être aussi ambitieux? Alors en effet, nous avons la chance d'avoir une croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années et pour ce faire, cela se matérialise par une croissance interne à hauteur de 1/3 et 2/3 de croissance externe. Nous avons embauché l'année dernière pas moins de 700 personnes et nous avons un plan de recrutement de 1000 collaborateurs cette année, bien sûr sur des profils informatiques et également des profils métiers. D'accord, alors ça va pile poil dans la problématique de cette émission, attirer plus de profils, fidéliser les collaborateurs.
C'est donc un des axes évidents de votre stratégie, et ce, dès cette année. C'est quoi le turnover quand on travaille chez Humanis? Le turnover actuel d'Humanis est de 23%. C'est un turnover qui est classique dans le milieu des ESN et qui, en effet, est une lutte permanente, entre guillemets, et la fidélisation est l'un de nos plus gros enjeux RH. On rejoint ce que disait tout à l'heure Marie Rouen. Boris Imbert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, associé fondateur de Mawenzi Partners, cabinet de stratégie, de conseil en stratégie. Vous avez réalisé une étude sur les ETI franciliennes. Tout à fait. Pour le compte du Club ETI Île-de-France et la Banque de France. 3000 entreprises passées au crible quand même. Et un constat, la recherche de talent est un point de tension pour les sociétés qui sont pourtant des créatrices d'emplois nets. Pourquoi est-ce que c'est un point de tension? Quelles sont les principales raisons invoquées? Alors, il n'y a pas de raison aujourd'hui clairement invoquée quand on interroge des dirigeants, ou en tous les cas les dirigeants, quand on va les interroger, l'ensemble sera multiple. Moi, ce qui m'a frappé dans cette étude, je m'attendais pour des ETI à ce que la thématique soit l'internationalisation, puisque pour les ETI, l'internationalisation, c'est un sujet. Je m'attendais à ce qu'on parle de transformation digitale, je m'attendais à ce qu'on parle d'innovation, je m'attendais à ce qu'on parle de tous ces sujets. Et le premier qui arrive en tête quand on interroge les dirigeants d'entreprise, c'est le recrutement, l'attractivité des talents. On ne parle pas tellement de fidélisation, en tous les cas, mais on parle beaucoup d'attractivité. Et aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est cette forme d'inadéquation entre le système de formation français et ce que les entreprises peuvent proposer. Alors, je vois Ève Royer qui opine du chef. Ça vous parle, ce genre de remarque? Ça nous parle complètement. Alors, le milieu des ESN, on est particulièrement touché par ce phénomène parce que on le sait qu'en France, on produit entre guillemets 35 000 ingénieurs par an, alors qu'on sait que le marché nécessite 50 000 besoins actuellement. Et ça ne va être ça ne va que s'amplifier dans les années à venir. Et puis, on se rend compte également que même par rapport à l'éducation nationale, il y a très peu de sensibilisation au métier de l'informatique, et on a un manque d'attractivité cuisant sur ces sujets. Sans parler en plus des filières ingénierie où les nouvelles technologies du type intelligence artificielle, objets connectés, tous les enjeux de demain n'ont même pas de filière dans les écoles d'ingénieurs. Alors, Marie Rouen, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un véritable manque, il y a un gap entre l'offre et la demande en termes de capacité et de talent? Oui, il y a une énorme carence entre le besoin et l'offre. Alors, pour pallier à ça, les employeurs doivent aller travailler leur relation école, aller vendre dans les écoles tout l'intérêt des métiers qu'elles peuvent proposer. Embaucher avant même la remise avant du même diplôme. qu'ils sortent, il faut faire des filières de formation en interne entreprise pour former les collaborateurs de demain. Boris Imbert. Mais c'est un point qui ressort effectivement, c'est-à-dire que nombre de TI aujourd'hui ont fait soit des partenariats avec des universités, avec des écoles, ou même eux en interne développent leurs propres universités, voire leur formation diplômante. Je redonne la parole tout de suite. Vous l'avez fait chez Humanis? Oui, en effet, déjà nous avons en effet un campus management très fort où nous travaillons avec des écoles d'ingénieurs en partenariat avec eux, mais également on crée nous-mêmes nos parcours de formation. On a également un nouveau dispositif qui est l'école Simplon en partenariat avec Microsoft, qui est la première promotion en intelligence artificielle, et nous allons intégrer au mois de juin 21 alternants qui proviennent de cette école. C'est quand même pas mal, Boris Imbert. Mais je trouve ça d'autant plus incroyable parce qu'on est aujourd'hui dans un pays avec quasiment 9% de chômage. Donc, de se dire que cette inadéquation, alors que le chômage est le problème clé, ça semble déjà incroyable. Les ETI, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles représentent ? Elles sont pourvoyeuses d'emplois, dans les territoires. C'est-à-dire que 70% des emplois créés, alors de mémoire entre 2009 et 2015, ont été créés dans les territoires d'origine. Donc, en pleine crise de gilets jaunes et de problématiques de France périphérique, les ETI répondent à ça. Premier point. Les ETI répondent à une vision de long terme. C'est une forme de capitalisme à la française raisonnée, vision long terme, qui apporte une forme de sens, notamment pour des jeunes diplômés aujourd'hui qui cherchent beaucoup la partie sens. Et derrière, quand on regarde les typologies d'ETI qui existent, il y a 5800 ETI en France aujourd'hui. On estime qu'il y en a à peu près 600 qui sont leaders sur leur marché. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes, mais en plus, on va trouver des ETI extrêmement innovantes et avec une forme d'avance technologique qui peuvent permettre de proposer demain
à des jeunes embauchés un bel emploi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de formation en France, Marie Rouen? Il y a un problème de formation. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, on n'est pas préparé, aux enjeux de demain. On n'est pas préparé aux enjeux de demain. Je pense qu'il y a un problème dans les cursus universitaires. Je pense qu'on pousse pas assez l'alternance, on pousse pas assez la professionnalisation, et on n'a pas de vision sur les besoins de demain en France. Mais l'alternance, par exemple, c'est possible dans tous les domaines, Boris Imbert? Oui, l'alternance, on peut, mais au-delà. Dans votre secteur, Ève Royer? Bien entendu. Ouais. C'est d'ailleurs un des premiers leviers de recrutement que nous utilisons. Les stages et les alternances sont la première source de recrutement au sein d'Humanis. Donc, on pourrait améliorer les choses dès aujourd'hui, si on le voulait, grâce aux ETI. Ah mais on pourrait tout à fait, parce que, en fait, sinon qu'est-ce que ça fait? On va petit à petit privatiser une forme d'éducation, ce qui est, je pense, ce qui n'est pas le rôle, alors que ces ETI, une nouvelle fois, peuvent proposer des choses intéressantes. En revanche, il y a aussi 2-3 choses, je pense, qu'elles peuvent faire elles-mêmes. Les ETI aujourd'hui, elles sont souvent assez peu connues. Elles sont coincées entre des multinationales dont le nom est extrêmement connu et des start-up qui peuvent faire un petit peu plus rêver. Alors des ETI, en général, on les connaît pas. Elles sont protéiformes. Très souvent, dans le type de business qu'elles peuvent faire, c'est du B2B. Et donc du B2B, comme ça, a priori, c'est un petit peu moins attractif. Voilà, donc elles doivent travailler là-dessus. Et dernier point, je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur la partie transformation digitale. Transformation digitale, c'est pas juste pour se transformer digitalement pour être dans l'air du temps. C'est pour avoir un peu plus de collaboratif en interne dans les entreprises, et deuxièmement, augmenter une forme de présence sur des réseaux sociaux. Alors je lisais que 24% des ETI n'étaient pas présents sur LinkedIn, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, si on cherche à embaucher un jeune, une des premières choses qu'il va faire, c'est aller sur un réseau social pour regarder le type d'entreprise. Marie Rouen, vous parliez effectivement des réseaux sociaux. Oui, je parlais de l'attractivité, se faire connaître, faire parler de soi. Faire rêver. Donner envie, tout en restant dans la réalité. C'est pas survendre, mais c'est pour attirer, il faut donner envie. Oui, il faut séduire. Il faut séduire. Mais c'est d'autant moins survendre que ces ETI, une nouvelle fois, en rencontrant beaucoup de dirigeants aujourd'hui, je suis impressionné par le nombre de dirigeants qui me parlent du sens de l'entreprise dans la cité, du rôle de l'entreprise pour la collectivité locale. Et donc ça, aujourd'hui, je pense que ça rentre en résonance avec ce que peuvent chercher à la fois des nouveaux embauchés sur la partie sens et des personnes en recherche d'emploi. Ève Royer, quand vous recevez un candidat pour un poste chez Humanis, qu'est-ce qu'il vous demande? Comment est-ce que vous faites pour le séduire? Alors je dirais que la première difficulté, c'est d'abord qu'ils viennent à l'entretien. Ah oui. Et en effet, je rejoins. C'est un gros point noir, effectivement. Oui, mais on en est là en fait. C'est que, en effet, il faut aujourd'hui, au niveau du recrutement dans les ESN en particulier, il faut être extrêmement créatif. Nous n'avons pas le choix. Donc les job boards et les réseaux sociaux sont forcément nécessaires et sont l'un des premiers vecteurs du recrutement. Bien sûr, la cooptation, on en a déjà parlé, que c'est primordial que lorsque vous avez des collaborateurs qui vous recommande d'autres collaborateurs, ça fonctionne très bien et on a un taux de transformation de 80% sur ces embauches, donc c'est important. Mais je dirais qu'on est obligé de se réinventer à chaque fois. Aujourd'hui, on organise des hackathons, donc des meet-up où des experts viennent présenter ce qu'ils font, avec des démonstrations vers des communautés scientifiques et technologiques. On doit innover et ensuite la promesse employeur, en effet, je vous rejoins totalement, doit être la réalité de l'entreprise au quotidien lorsque le collaborateur l'intègre. Est-ce que je peux vous poser une question un peu provoque? Pôle emploi, ça sert à quoi pour vous? Alors en effet, nous sommes sur un marché où nous avons très peu de chômage. Le seul dispositif aujourd'hui qu'on utilise avec Pôle emploi, c'est ce qui s'appelle les POE. Donc ce sont des préparations à l'emploi, de retour à l'emploi. Ils nous aident et cofinancent avec des OPCA des formations de 3 mois à temps plein. Avec lesquels nous construisons les parcours de formation pour qu'ils puissent intégrer l'entreprise par la suite.
La seule problématique, c'est que ce type, déjà d'une, c'est assez limitant parce qu'on peut pas le faire pour tous les sujets, mais au-delà de ça, ces collaborateurs ensuite demandent un accompagnement particulier et une montée en compétences dans l'entreprise au sein de nos forfaits. Je pose la question effectivement de façon un peu provoque, mais Boris Imbert, on a l'impression que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure du besoin des ETI en main d'œuvre. Est-ce que je me trompe si je dis ça comme ça? Non, très clairement. Quand on parlait de la création de 330 000 emplois entre 2009 et 2015, là où les PME en ont créé 100 000 et les grands groupes en ont détruit quasiment 80 000, oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas cet aspect-là qui a été pris en compte ou anticipé par des pouvoirs publics. Après, les pouvoirs publics, je pense que c'est pas spécifiquement pour les ETI. Les pouvoirs publics, leur objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une adéquation entre la demande, l'offre. Donc, dans la formation, c'est à elle de travailler tout ça. On était hier typiquement avec la région Île-de-France dans le cadre du club ETI. On s'est dit comment se servir de l'étude qu'on a pu faire avec des cartographies et en se disant rapprochons les besoins des entreprises avec proche des universités, proche des écoles, pour que ces entreprises puissent très rapidement embaucher. Si vous permettez juste une petite anecdote, quand on regarde la comparaison entre la France et l'Allemagne, voilà, on a coutume de dire que pour installer une industrie, l'Allemagne, elle regarde quelles sont les écoles et les universités autour. La France, elle regarde où sont les subventions. Voilà. D'accord, ça n'engage que vous. Marion Rohan, on parlait de l'ancrage territorial. Oui. Est-ce que les ETI qui sont confrontés à ces problèmes de main-d'œuvre, elles ne souffrent pas aussi du manque de volonté de mobilité des candidats potentiels? Alors c'est vrai qu'il est difficile parfois dans certaines régions de France de recruter parce que les candidats sont montés sur Paris faire leurs études, ils sont installés sur Paris et ils n'ont pas forcément envie d'aller en province pour faire leur carrière professionnelle. Donc selon les régions, on a de plus ou moins du mal. Alors, donc ça veut dire qu'il y a non seulement un manque d'attractivité des ETI en elles-mêmes, mais aussi de l'environnement, des régions, des territoires. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez chez Humanis? Alors je dirais que nous, la difficulté, elle se situe réellement sur le recrutement en Île-de-France, plus particulièrement. Donc on a un environnement concurrentiel extrêmement fort et on a moins de difficultés. C'est une autre problématique. Oui, et on a moins. Alors bien sûr, on a aussi des difficultés en région, mais moindres, puisque comme vous le disiez, nous embauchons principalement des ingénieurs et souvent ils viennent faire leurs études à Paris ou ils changent de région pour pouvoir faire leurs études et à la suite ils commencent leur carrière professionnelle à Paris et souhaitent rejoindre après leur région natale. Et la mobilité inverse, c'est-à-dire la mobilité à l'intérieur du groupe, vous leur offrez Nous sommes forcément obligés. Vous êtes obligés. Oui. Déjà d'une, c'est une prérogative RH importante de manière générale, mais bien sûr là nous en sommes obligés et nous la favorisons. Aujourd'hui, on a plus de 20% de mobilité interne au sein du groupe. Alors ça aussi, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les salariés, ils ont le pouvoir quasiment aujourd'hui dans un maillage qui est très très faible pour les ETI. Boris Imbert. Tout à fait. Ce qui me semble par ailleurs en forme de rapport de force ou d'échange plutôt sain. Plutôt sain. Là-dessus, je reviens sur le point du sens ou sur qu'est-ce que doit apporter l'entreprise. Voilà, on n'est pas dans un contrat, juste dans un sens. Le fait que le salarié ait du poids là-dedans me semble plutôt une bonne chose. Marie Rohan. Tout à l'heure, je parlais de marque employeur et je parlais de l'offre RH. On doit être très créatif, on doit proposer un certain nombre de choses aux collaborateurs pour les fidéliser et l'accompagnement mobilité géographique fait partie de ces choses. C'est primordial et ça devient même le basique de l'offre RH. Rappelons juste un chiffre, 8,8% de taux de chômage en France. Allez, c'est l'heure de la séquence Le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Et le mot du patron, c'est pour vous, Ève Royer, carte blanche, 1 minute 30, pour un conseil à ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui se posent des questions et qui voudraient faire croître leur entreprise. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais qu'il faut être extrêmement créatif, ça c'est le premier point, mais également travailler, bien sûr sur le recrutement, mais on rejoint la problématique qu'on a évoquée, c'est la fidélisation aujourd'hui qui a vraiment un sens pour les ETI également. La difficulté de recruter, c'est bien, mais fidéliser, c'est mieux.
Chez Humanis, on a mis en place un certain nombre de dispositifs importants entre l'équipe vie perso, vie pro, qui est primordial. On a également beaucoup de parcours individualisés. Je pense que l'important est de travailler sur l'individu et d'avoir des formations diplômantes ou certifiantes qui permettent de conserver ses talents au sein de l'entreprise et de faire en sorte que encore demain ils contribuent à la richesse et au succès de l'entreprise. En gros, on bichonne ses salariés. Absolument. Merci beaucoup Ève Royer pour toutes ces précisions. Merci aussi à Marie Rouen, merci infiniment d'avoir été avec nous de Palatine, la banque des ETI, et merci aussi à Boris Imbert du cabinet Mawemzi Partners. Défi ETI, c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur BFM Business.